18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de cet accord qui a été trouvé entre Israël et le groupe terroriste du Hamas par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte. Une trêve humanitaire qui permettra la libération d'un certain nombre d'otages. On parle de 50 otages. On va en débattre avec Vincent Hervouet et mes invités dans un instant. Mais d'abord, on fait le point sur les otages français. Pourrait-il y avoir des otages français dans ces premières libérations? Le point avec Maxime Lavandier. Avec cet accord, c'est l'espoir de voir la libération des otages français. Si la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna ne donne pas de précision, elle affirme mettre tout en œuvre pour qu'ils soient dans le premier groupe. Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré. 8 Français sont pour l'heure portés disparus, avec la certitude qu'une partie d'entre eux a été prise en otage. Nous avons eu des preuves de vie, c'est pour ça que nous nous exprimons de cette façon. Pour d'autres, nous n'avons pas eu de nouvelles, nous pensons qu'ils ou elles sont otages. Mais il faut distinguer le cas sur lesquels nous avons des certitudes des autres cas. Parmi les otages français, il y a Ethan, un franco-israélien âgé de 12 ans. Sa grand-mère, Jocelyne, espère qu'il fera partie du premier groupe. Ils ont dit que la veille de la libération, ils donneraient des informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations. Si l'accord entre le Hamas et Israël tient, d'autres otages seront libérés dans les jours à venir. Il serait près de 240 retenus dans la bande de Gaza. Voilà pour le point. Vincent Hervouet, on peut croire à ces libérations d'otages. On peut croire le Hamas quand il dit qu'il va en libérer un certain nombre. L'accord a été scellé, oui. Et normalement, chacun doit remplir sa part du contrat. Il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, de balles perdues. Évidemment, il faut que les choses se passent bien. C'est un accord qui est négocié au plus serré, donc il y a 10 par 10 sur des groupes de 10 otages sur 5 jours. Et en échange, des prisonniers détenus en Israël qui sont relâchés. Tout a été dealé, ça a été un marchandage extrêmement éprouvant, parce qu'en plus, les lignes de communication étaient en permanence interrompues et compliquées, parce qu'il fallait passer par le Qatar, les responsables politiques, ou par l'Égypte, les responsables politiques parlant aux responsables militaires à Gaza, quand ils le pouvaient. Donc chaque proposition mettait 24 ou 48 heures à remonter. Donc c'était compliqué. Et il y a eu une implication très forte d'un certain nombre de patrons de services de renseignement qui racontent d'ailleurs, c'est un des phénomènes d'ailleurs les plus curieux, atypiques. Dans les affaires d'otages en général, il y a un épais silence, un voile le secret d'État vraiment qui, en général, opacifie toutes les tractations qu'il y a pu y avoir. C'est pas le cas là. Et là, on est dans un truc qui est assez clair. Il y a eu des négociations au sein du cabinet israélien. Benjamin Netanyahou a mis 6 heures pour obtenir l'accord de son gouvernement à 2 heures du matin cette nuit. Côté Hamas, il y a eu aussi des tractations, paraît-il, qui n'ont pas été si faciles. Donc oui, il y a toutes les raisons de croire que ça va marcher. Maintenant, est-ce qu'il y aura des Français dans l'eau ? Il y a donc 2 mineurs et 2 femmes. L'accord porte sur les femmes et les enfants d'abord. Donc, a priori, ils sont directement concernés. Faut-il encore qu'ils soient aux mains du Hamas ? Parce qu'il y a d'autres groupes terroristes on ne sait pas. Parce qu'il y a le djihad islamique qui détiennent les otages. Alors, est-ce que le djihad islamique, qui voulait garder ses otages, qui a prétendu cet après-midi qu'une de ses otages était morte parce qu'Israël n'avait pas voulu la récupérer à temps. C'est extraordinaire. Ces gens égorgent et prennent des otages qu'ils maintiennent pendant 1 mois et demi dans des oubliettes et après accusent, c'est un sadisme absolu, accusent les voisins d'être responsables de la mort de cet otage. Bon. Laissons de côté ce cynisme-là. Il y a donc 2 mineurs français et 2 femmes, a priori, ils sont directement concernés, pour autant qu'elles soient aux mains du Hamas. Maintenant, est-ce qu'elles vont être dans la première charrette des premières libérations qu'on va voir demain, normalement, à Rafah, où ils seront pris en charge par l'armée israélienne et rapatriés par hélicoptère ou par ambulance? On n'en sait absolument rien. C'est un vœu pieux qu'émettait la ministre, qui a dit, vous l'avez entendu, j'espère. Elle espère. Voilà. J'espère. Oui, l'espérance est l'arme des faibles, comme je disais aussi. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais moi, c'est ce que je vous dis. Vous avez raison, c'est l'arme des faibles. C'est-à-dire qu'on est hors jeu, en réalité. Complètement. La France n'a pas été l'un des... Elle a eu un rôle quand même, la France, ou pas? Si des Français sont libérés, ce sera... On peut dire que c'était... Non, mais attendez. Alors, là, il faut être... Allez-y, Vincent Hervouet. Ça va être un très bon point pour Joe Biden, qui s'est énormément impliqué, qui a téléphoné
je ne sais plus combien de fois, les Américains sont incroyables. Oui, il a eu 14 entretiens avec Benjamin Netanyahou, 3 avec Sisi, 2 avec Tamim. Il est allé en Israël une semaine après, le 7 octobre, justement pour parler en priorité des otages. Donc les Américains expliquent qu'il a envoyé son missile Dominici, il a le responsable du Conseil national de sécurité qui a été directement impliqué, le patron de la CIA aussi. Vraiment, Biden montre qu'il l'a voulu, mais il est en campagne électorale. C'est pas que l'implication qui compte, parce que Macron est beaucoup au téléphone. Eugénie Mais Bastier. Emmanuel Macron, pardon, mais les Français... Aussi le pouvoir, la puissance. Je veux dire, essayer de brandir comment dire, ce trophée que serait un otage, comme si on était en campagne électorale, c'est indigne. C'est d'autant plus indigne, pardon, si les femmes et les enfants sortent dans les 4 jours qui viennent et les jours après, parce que ça peut continuer, 10 par 10, s'ils sortent, tant mieux, on s'en réjouit, c'est formidable. Pas de réserve. En même temps, il y en a 170 qui restent aux oubliettes. On est d'accord. Donc, il vaudrait mieux pas trop parader, pas trop plastronner, et être un petit peu modeste, un peu discret. Un petit avis envoyé à la diplomatie française. Et, voilà. Et donc, si vos informations sont vérifiées dans les prochaines heures, ça veut dire que les 2 jeunes, Erez et Ethan, qui ont tous les 2 12 ans, seraient libérés. Voilà. Et 2 jeunes femmes parmi les 8 otages français qui sont actuellement aux mains du Hamas. Voilà. Donc, on espère que... Voilà. Voilà. On ne sait pas combien de temps. Vous savez, ça qui est extraordinaire, c'est que le Hamas lui-même, les chefs sont toujours en vie. Mais il semblerait qu'à l'échelon subalterne, parmi les opérationnels, les commandants qui sont sur le terrain, certains sont enfouis sous les décombres ou perdus. En tout cas, la chaîne de communication est rompue. Donc, on ne sait pas très bien. Le Hamas ne sait pas très bien et prétend qu'il a besoin, pour regrouper les autres otages, il a besoin de ces jours de trêve et il a besoin que les drones israéliens disparaissent du ciel. Et donc ça, c'est un des points qui a été acté dans l'accord de 6 pages qui a été conclu. Très bien. On va partir dans un instant sur place en Israël pour faire le point de la situation militaire. Vous vouliez intervenir peut-être Non, j'écoute Geoffroy Lejeune sur cet aspect très diplomatique des choses. Alors Éric Revel y va finalement. Allez-y. Turlupine, il y a évidemment les 170 otages qui vont rester. Est-ce que vous imaginez, mon cher Vincent, que tous ces otages soient un jour libérés? Parce que si c'est le cas, que restera-t-il au Hamas pour se préserver d'une action forte et définitive de Tsahal? Non, mais c'est-à-dire que n'imaginez pas que le sort des otages va conditionner, au-delà des quelques jours de cette trêve, la poursuite de la guerre. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, ont été extrêmement clairs. Quand la trêve se termine, la guerre, du moins quand cette pause humanitaire pour la libération des otages est terminée, la guerre reprend et d'autant plus forte, sauf si, effectivement, les conditions d'une négociation, je ne vois pas très bien comment, personnellement... Le général se dessine, ok, très bien. S'imposent. Mais a priori, ce n'est qu'une parenthèse dans la guerre et les buts qu'affiche Netanyahou, à savoir la libération de tous les otages, le démantèlement du Hamas et des conditions de sécurité réelles pour Israël à l'avenir, ça, les buts de guerre, ils vont être poursuivis. Geoffroy ? Mais moi, j'imagine mal la compatibilité de tous ces buts de guerre. Je ne vois pas comment le Hamas pourrait se laisser éradiquer, puisque c'est l'objectif, tout en laissant la vie sauve aux otages. C'est ça. Est-ce qu'il va garder... Vous savez, il a gardé Gilad Shalit pendant des années et il suffisait d'un otage ou même d'un cadavre parce que les Israéliens tiennent à récupérer la dépouille, le corps de leurs soldats ou des victimes ou des Israéliens qui auraient été immolés. Mais il y a, et c'est toute leur dignité d'ailleurs, mais il y a le Hamas aura toujours des moyens de chantage. Mais ce que veut Israël, c'est démanteler les rampes de fusées, l'arsenal et désosser le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'islamistes à Gaza. Ce qui est en partie fait ou pas ? Est-ce que c'est déjà en partie fait avec l'opération terrestre ou pas ? Oui, parce que si le Hamas négocie aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a subi, il a besoin de respirer, il a besoin de souffler, oui. D'accord. Et Benjamin Netanyahou, lui aussi, a besoin d'un peu de temps, d'ailleurs. Est-ce que l'on sait un peu plus de choses sur les libérations de prisonniers palestiniens, qui sont aussi une monnaie d'échange dans cette affaire ? Oui, il semblerait que 150 d'entre eux soient donc élargis. Moi, vous parliez tout à l'heure avec justesse, d'ailleurs, de la façon dont ils vont être accueillis, tous ces gens qui, pour beaucoup, sont à la fois traumatisés, ont été sans doute très maltraités,
et sont en deuil en plus, et qui reviennent au pays. Ça doit être épouvantable. Alors, tous les hôpitaux d'Israël sont sur le qui-vive, toutes sortes de médecins sont prévus, ils vont être vraiment pris en charge. Mais de l'autre côté, moi je pense aux prisonniers palestiniens qui sont relâchés dans la nature. S'ils retournent à Gaza, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont trouver à leur arrivée. Ça va être... ce serait cynique de prétendre qu'il serait mieux dans les cellules israéliennes qu'à Gaza dans les camps. Mais ça va quand même être assez raide, hein, c'est dur. Bien sûr, on C'est verra. une situation de guerre, c'est une guerre, donc on n'est pas dans une situation normale. Hein. Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner sont nos envoyés spéciaux depuis Israël. Bonsoir à tous les deux. On est peut-être à la veille de cette trêve, de cette pause humanitaire qui a été négociée. La situation militaire, à l'heure où on se parle, ce n'est pas calme du tout. Hein. Il y a un missile de croisière qui a même été intercepté il y a quelques heures. Effectivement, Laurence, nous sommes à quelques heures du début de la trêve qui devrait durer 4 jours et les combats, ils ont continué d'une manière très intense aujourd'hui dans la bande de Gaza avec l'artillerie mais également l'aviation qui a tiré sur plusieurs positions du Hamas, particulièrement dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats au sol dans la bande de Gaza ont également communiqué sur le fait qu'ils ont pris possession du quartier général du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il y a également le front nord d'Israël avec plusieurs attaques du Hezbollah, notamment avec des drones suicides. Eh bien, l'armée israélienne a répliqué avec des tirs de missiles sur plusieurs positions du Hezbollah au sud de Liban. Et vous l'avez dit, un missile de croisière qui a été interpellé en provenance du Yémen par l'armée israélienne dans l'extrême sud du pays. Voilà donc la situation militaire, même si nous sommes, vous l'avez dit, à quelques heures du début de la trêve. Les attaques militaires et les combats font encore rage partout ici en Israël. Merci beaucoup Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. En Israël, effectivement, un missile de croisière intercepté. Vincent Herouet, c'est pas tout à fait la trêve encore. Hein. Si vous voulez, vous avez les deux fronts, en plus de Gaza évidemment, et en plus de la Cisjordanie qui pourrait s'allumer, qui pourrait se réchauffer. Vous avez deux fronts, le Hezbollah, mais au nord, avec le Liban, qui fait un peu de la figuration, qui fait le service minimum, pourrait-on dire. Hein. Le Cheikh Nasrallah n'a pas déclenché... n'a pas ouvert hein, l'enfer sous les pattes des Israéliens, ce qu'il pourrait faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à réaliser là, c'est que le Hezbollah a une capacité de destruction qui est inégalée. Ils ont plus de 100 à 150 000, ils ont de quoi vraiment pas rayer de la carte, mais c'est gravement, lourdement endommagé toutes les villes israéliennes. Hein. Et le dôme de fer ne suffirait pas à les arrêter. Et à la fronde de David, qui est l'autre système de protection israélien, n'est pas encore assez au point. Et puis vous avez l'autre front au sud, c'est la milice chiite qui elle aussi au Yémen, qui elle aussi est armée, entraînée, qui a lancé ce missile, financée. Et alors ils ont une véritable armée. On les a vus comme à l'exercice avant-hier prendre d'assaut le contrôle d'un cargo qui passait au large de leur côte, qui appartient à un milliardaire israélien. Ce qui veut dire avec l'hélicoptère qui se pose, les types comme des fusiliers marins qui prennent le contrôle du bâtiment. C'était magnifique, un très beau clip. On croyait que c'était pour la Marine nationale pour s'enrôler. Sauf que c'est les Houthis, donc on réalise que c'est une véritable armée. Quand vous les voyez parader dans le désert, c'est le 14 juillet avec des rampes avec des porte-drones, avec des missiles balistiques, des missiles de croisière. L'armée française rêverait peut-être d'en avoir autant. Et donc, ils les tirent sur Israël, ils sont interceptés en mer Rouge. Et c'est un aspect de la guerre qui intéresse les spécialistes, mais c'est un formidable banc d'essai pour les armes israéliennes, pour le niveau de sécurité supérieur, justement, à ce dôme d'acier. Donc, il y a un système Arrow qui a été mis en œuvre par les Israéliens. Il y a les navires de guerre américains qui protègent donc leurs alliés et neutralisent ces missiles. Allez, une petite pause de temps.